Je vous propose un défi. Je suis physicien pur et dur et je sais d'où je viens. Je sais que toute la physique que je crois avoir compris jusqu'à aujourd'hui, y compris les versions relativistes et les versions quantiques, sont toutes construites sur le même socle, sur le même paradigme que nous avons tous hérité de Descartes, que nous avons tous hérité d'abord et avant tout de Galilée d'ailleurs. Et ce paradigme, aujourd'hui, eh bien, il est mis à mal. Il est mis à mal par la pensée complexe, précisément, qui nous oblige à réviser ce socle-là de toute la pensée moderne, de toute la pensée occidentale depuis 5 siècles. Que dit le paradigme classique? Il dit ceci, et il le dit sur 4 concepts fondamentaux. Il dit « l'univers est, premier concept, un assemblage ». Un assemblage de quoi? Un assemblage, deuxième concept, d'objets identifiables élémentaires. Très bien. Et comment interagissent ces objets? Ils interagissent au moyen de forces aveugles élémentaires. Et la physique en a repéré 4 aujourd'hui, ou 3 si on veut bien tenir compte de l'électrofaible. Et ces forces aveugles font interagir les objets identifiables selon des lois déterministes élémentaires, et que ce déterminisme soit direct ou probabiliste ne change rien à l'affaire. Est-ce que nous pourrions être iconoclastes? Est-ce qu'en hommage à Edgar, nous ne pourrions pas questionner ces 4 piliers et les mettre à mal à leur tour? Vous voulez bien? On essaye? 1. L'univers est un assemblage d'objets identifiables. A. La notion d'objet. Nous avons donc là affaire à une vision objectale de l'univers. Très bien. Ce proton est et reste ce proton. Marc-Alévi est et reste Marc-Alévi. L'UNESCO est et reste l'UNESCO. Faux. Faux. Ce proton, Marc-Alévi, UNESCO, ne sont que des étiquettes nominalistes que l'on plaque sur quelque chose qui est un processus. Il n'y a pas d'objet dans l'univers. Il n'y a que des processus intriqués les uns dans les autres. Il ne s'agit pas de décrire des objets, il s'agit de comprendre la logique des processus. Ce n'est pas du tout le même regard. Et laissons-nous aller. Laissons-nous aller sur 2 réflexions métaphysiques. La première, c'est s'il n'y a pas d'objet qui soit stable, qui soit identifiable en eux-mêmes, ça veut donc dire qu'il faut interroger la notion d'identité même. Quand je dis une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes, c'est faux. Aucune pomme n'est égale à une autre pomme. On ne peut pas ajouter des pommes qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas ajouter des pommes avec des poires. Donc, autrement dit, quand je dis une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes, c'est faux. Il y a cette pomme-ci et cette pomme-là qui, ensemble, font quelque chose qui s'appelle une nature morte. On va un peu plus loin. On va un peu plus loin si le principe d'identité est remis en cause, si effectivement il n'y a pas d'objet identifiable, si effectivement l'univers est un vaste tissu de processus intriqués. Il faudra bien à ce moment-là en arriver à tirer une conclusion horrible pour la pensée occidentale. Depuis des millénaires, nous devons quitter les métaphysiques de l'être et rentrer dans des métaphysiques du devenir. Et depuis longtemps, Edgar et moi, nous nous appelons frères en Héraclite, pour une raison extrêmement claire, c'est qu'Héraclite était le premier à affirmer une métaphysique du devenir contre les métaphysiques de l'être, mais Parménide a gagné et l'Occident a sombré dans la bêtise. C'est effrayant. Donc voilà, premier principe. Il n'y a pas d'objet identifiable dans l'univers, il n'y a que des processus intriqués. Deuxième idée,
Rappelez-vous, l'univers est un assemblage d'objets identifiables. Exit, objet identifiable, assemblage. Assemblage. Ça voudrait donc dire que l'univers est homologue, est identique ou similaire à un moteur de camion, qui est effectivement un assemblage de pièces préfabriquées par un ouvrier spécialisé mécanicien. Dans la nature, s'il vous plaît, où sont les pièces préfabriquées? Où sont les mécaniciens professionnels? D'ailleurs, regardons autour de nous. Il n'y a pas de processus d'assemblage dans l'univers réel, dans la nature. Un arbre n'est jamais un assemblage de cellules qu'un jardinier a patiemment collées les unes avec les autres. Un arbre, c'est tout autre chose. Un arbre, c'est quelque chose qui pousse à partir d'un germe et qui pousse de l'intérieur. Un arbre n'est pas un assemblage. Un arbre est une émergence de lui-même. Un arbre émerge de sa graine. Un arbre se construit lui-même à partir de sa graine. Vous en êtes d'autres. Vous aussi, vous êtes né d'une graine fécondée et vous vous êtes développé de l'intérieur. Certes, évidemment, dans un frottement perpétuel avec un environnement qui est un champ de contraintes, il n'empêche, ce n'est pas votre environnement qui vous fait pousser. C'est votre force intérieure qui vous amène à continuer à grandir, à continuer à vous accomplir. Et cette force, elle est de l'intérieur. Et vous sentez tout de suite qu'il y a là quelque chose d'un peu désagréable. Ça veut dire donc que si ce qui existe n'est pas un assemblage, si ce qui existe est une émergence progressive qui fait qu'à partir d'une toute petite graine, quelque chose d'extrêmement complexe peut en arriver à s'offrir à nos yeux, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le sacro-saint principe cartésien qui dit que le tout est la somme de ses parties est une foutaise. Le tout n'est pas la somme de ses parties, le tout est parfois plus que la somme de ses parties, parfois moins que la somme de ses parties quand ça rate un peu, mais ce n'est pas la somme de ses parties. Donc ça veut dire que 1 plus 1, encore une fois, ne fait pas 2. 1 plus 1, c'est plus que 2 ou moins que 2, on ne sait pas trop, mais ça fait rarement 2. Ça ne fait 2 que dans les artefacts mécaniques que l'homme se fabrique lui-même. Dans la nature, c'est jamais vrai. Le processus d'émergence n'est pas un processus d'additivité. Ce qui rend d'ailleurs sa mathématisation extrêmement difficile, voire impossible. Donc pas d'assemblage, pas d'objet identifiable. Ça devient embêtant, non? On continue quand même? Allons-y. Troisième pilier, les forces aveugles. Souvenez-vous, j'espère que c'est un bon souvenir, souvenez-vous de vos cours de physique quelque part au collège ou au lycée. On vous a parlé du principe de Galilée ou du principe d'inertie qui disait ceci: si vous jetez un corps dans un univers parfaitement vide, dans un espace parfaitement vide, ce corps va continuer droit devant lui pour toute l'éternité à la même vitesse. C'est Galilée qui avait mis ça en avant. Et Newton l'a repris, en bonne logique d'ailleurs, en disant donc, si je veux changer la trajectoire de l'objet en question, je suis obligé de lui imposer une force venant de l'extérieur. Vous êtes toujours avec moi? La force égale la masse fois l'accélération. C'est bien de ça dont on parle. Donc ça voudrait dire que tout ce qui existe n'est que réactif par rapport à des forces venant de l'extérieur. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Regardez-vous, vous n'êtes pas que des objets purement réactifs, uniquement fondés à évoluer du fait de forces extérieures. Vous avez aussi la possibilité intérieure d'être proactif et pas seulement réactif. Vous avez aussi la possibilité intérieure de faire évoluer la trajectoire de vos vies. Nous ne sommes pas que des robots réactifs. Et si l'on continue le raisonnement, on se rend compte qu'à tous les niveaux de la nature, c'est la même chose. Ouh!
Il n'y aurait donc pas que des forces aveugles, il y aurait aussi quelque chose qui fait que de l'intérieur, tout ce qui existe aurait tendance à évoluer par soi et pour soi. Oula! Que devient dans ce cas le sacro-saint principe de causalité? Aristote se serait-il trompé? Oh l'horreur! Tout effet n'aurait-il pas une cause? C'est bien de cela dont on parle? Un même effet, même cause, c'est bien de ça dont on parle? L'effet est forcément proportionnel à la cause, c'est bien de ça dont on parle? Et on se rend bien compte que dans la réalité du monde complexe, aucun de ces trois axiomes aristotéliciens n'est satisfait. Il y a des effets sans cause, l'émergence en est une. Je dirais même qu'il y a des effets qui ont une infinité de causes. Pourquoi suis-je là aujourd'hui? Parce que j'y étais invité. Oui, d'accord, mais pourquoi j'y étais invité? Parce que je connais Edgar, parce que je connais Jean-Louis, parce que je connais. Oui, mais comment se fait-il que je connais Edgar? Parce qu'on s'est retrouvé en Tunisie. Oui, mais pourquoi je me suis retrouvé avec lui en Tunisie? Et vous voyez que la chaîne des pourquoi nous amène à nous rendre compte que tout effet local est en fait le résultat d'une espèce de conspiration universelle qui fait que tout phénomène local a une infinité de causes et n'en a pas une seule comme le prétend Aristote. Et en plus de ça, ce qui est le facteur déclencheur d'un phénomène local est rarement la cause la plus évidente. Dans mon monde physicien, à moi, celui de la théorie du chaos, on appelle ça le butterfly effect. On appelle ça l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un effet macroscopique peut très bien avoir une cause tellement microscopique qu'elle est impossible à voir. Donc, existe la fameuse loi de causalité. La relation de cause à effet est quelque chose qui est, encore une fois, une simplification outrancière liée à la vision mécaniste, mais qui, dans la réalité, n'a pas sa raison d'être. Oui, mais, on fait encore un petit pas de plus, voulez-vous? Il y a quelque chose qui m'ennuie. Ce quelque chose qui m'ennuie, c'est que s'il n'y a pas une causalité stricte au sens d'Aristote, s'il n'y a pas ces relations de cause à effet, il doit bien y avoir autre chose comme moteur de l'évolution de l'univers, n'est-il pas? Mais oui, il y a le hasard. Ah, le hasard. Donc ça voudrait dire que les choses intéressantes qui se passent par hasard. Il a bon dos, le hasard. Vous souvenez-vous de ce fameux bonhomme extraordinaire qui s'appelait Jean Rostand, un biologiste fameux qui avait cette définition extraordinaire? Il disait il disait l'instinct, c'est la poubelle de nos ignorances. En parlant des animaux, permettez-moi de paraphraser, le hasard, c'est la poubelle de nos ignorances. Et je fais un petit pas de plus, et je me réfère à des travaux d'un de mes bons amis, qui est Trintignant notamment, mais il y en a eu d'autres, qui ont fait le calcul en disant « Et si la vie était le résultat du hasard, est-ce possible en termes de probabilité ?» Et la réponse est oui. La réponse est oui, mais cette probabilité est infime. Elle est quasi non calculable, mais on sait qu'elle n'est pas égale à 0. Mais elle est quasi non calculable. Et alors là, deux conclusions sont intéressantes à tirer. Si les choses intéressantes qui se passent dans notre univers avaient pour moteur le hasard, la probabilité en est tellement faible que l'univers, j'ai encore une minute, c'est ça qu'ils me disent là, que l'univers aurait besoin d'être 1 milliard de fois plus vieux pour arriver au même résultat. Donc il n'y a pas que le hasard, il y a autre chose. Il y a autre chose que le hasard et autre chose que la causalité. Il y a quoi alors? Ça, c'est la question extraordinaire qui, évidemment, vous le sentez bien, débouche immédiatement sur la théologie. Et je ne suis pas théologue, je me refuse à injecter dans l'univers une cause que l'on pourrait appeler la volonté divine extérieure à l'univers. Et donc, je dois me rabattre vers une autre hypothèse qui dit simplement qu'il existe dans l'univers quelque chose qu'on pourrait appeler une intention immanente. Le fait tout simplement qu'à la matière, qu'à l'univers, d'explorer tous les possibles et d'essayer de les réaliser.
de manière intrinsèque, sans plus. Et à ce moment-là, les choses deviennent cohérentes. Il me reste 1 minute. Donc il y a le 4e pilier à démolir. C'est les lois déterministes. Alors toute la physique classique est basée sur la notion de loi physique. Les lois physiques, vous les connaissez, sont des équations qui ont été écrites au fil de l'histoire des sciences et qui sont presque toutes des lois de conservation. Et là, on arrive très vite à la racine des sciences de la complexité. Les lois de conservation, conservation de l'énergie, conservation du spin, conservation de la charge électrique, etc., etc., ces grandes lois de la conservation sont des lois qui forment un choc terrible pour la physique théorique, sauf une branche de la physique, la thermodynamique. Tiens, comme par hasard, la thermodynamique est précisément la science dont les sciences de la complexité ont émergé. Et quelle est cette absurdité que la thermodynamique nous raconte? Elle nous parle du second principe, elle nous parle de l'entropie qui ne fait que croître et qui ne se conserve pas. Elle dit quoi? Et là, je fais référence à ce que mon ami à côté de moi et moi-même, nous avons entendu notre maître commun, Ilya Prigogine. Il y a la flèche du temps. Et le temps est irréversible. Il va dans un sens et pas dans l'autre. Et je suis porteur d'une mauvaise nouvelle pour vous tous. Vous êtes en train de vieillir. Et si vous décidez demain matin de faire le contraire, ça ne marchera pas. Nous sommes bien dans une flèche de temps irréversible. J'en arrive au bout. Je voudrais juste rappeler quelque chose qui est essentiel, parce qu'on ne l'a pas encore dit aujourd'hui, je suis sûr que vous en êtes tous conscients, mais il faut le marteler. Ne jamais, et ça Edgar l'a répété, mais des milliards de fois, ne jamais confondre, je vous en supplie, complexité et complication. La vie est quelque chose d'extrêmement complexe. L'administration française est très compliquée. Ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît. Le contraire de la complication, c'est la simplicité. Le contraire de la complexité, c'est la mécanicité. Ce qui est mécanique n'est pas complexe, ce qui est complexe n'est pas mécanique. Et donc la simplicité et la complexité sont parfaitement compatibles. C'est même une règle de base. Merci.